Devant la noirceur du tableau présenté dans l'épisode précédent, nous abordons dans cette vidéo les horizons désirables, bâtir un mouvement social autour de l'alimentation qui nous amènera à reprendre la terre pour nous nourrir nous-mêmes. Alors après ce que tu viens de dire, si on regarde les choses en face, le tableau est noir. Ouais, voilà, je sais bien ce que tu vas me poser comme question. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir quelque part? Oui, je vois bien, et je tends des verges pour me faire battre, et je comprends bien ça. C'est terrible de faire ce constat-là, mais en même temps, si tu le fais pas, tu ne vis que d'illusions, quoi. Et tu vas te retrouver, des gens comme moi, 40 ans après coup, tellement éloignés de l'endroit où tu es parti et des volontés politiques qui étaient les tiennes au départ, que finalement, tu ne vas pas être très fier non plus, quoi. Alors, entre la mauvaise image de toi-même que tu peux avoir quand tu regardes ce que tu as fait produit dans ta carrière, et le désespoir dans lequel je te plonge, ou je me plonge quand je fais le constat actuel, là, il va falloir trouver des lueurs d'espoir. Voilà. Je sais pas, on peut parler comme ça. Je viens de lire un livre dans lequel on parle même d'espérance en la matière. Ça m'a un peu surpris. Je pensais que l'espérance était religieuse et que l'espoir était un peu plus laïque et plus à notre portée. Alors, je ne vais pas te donner une solution, parce que ça, je sais qu'on attend ça de nous. Pas de moi en particulier, parce que moi, personne ne me connaît, mais des mouvements auxquels je faisais allusion tout à l'heure, que sont la Confédération Paysanne, que sont le réseau CIVAM, que sont l'atelier paysan, de toutes ces alternatives-là, on attend des solutions. Et des solutions, en tant que solution, il n'y en a pas. Il y a des horizons qui sont désirables, qu'il faut qu'on désire ensemble, de réhumanisation de la production agricole, de socialisation de l'alimentation, tu vois, parce qu'on a individualisé tellement la production, on a séparé tellement les uns des autres, qu'on en est arrivé au point qu'aujourd'hui, si tu n'as pas bouffé, c'est de ta faute. En gros, tu vois, la politique de l'offre, elle est telle qu'au bout d'un moment, elle se marie philosophiquement avec l'individualisme méthodologique. Ça fait partie de la même enveloppe. Il y a un individu roi, il n'y a pas de société. Ça, c'est pas des choses que j'invente. On a entendu ça chez Reagan, on a entendu ça chez Thatcher, et on a entendu ça chez Macron. Si t'as pas à bouffer, c'est parce que t'es feignant, quoi. Ouais, t'es un feignant. Voilà, exactement. Dans une gare, on croise des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Qui ne sont rien. Voilà. Et t'as tout dit. Qui ne sont rien. Pourquoi on leur donnerait à bouffer? Dans le fond, s'ils ne sont rien, ils sont passés. L'histoire n'a plus rien à faire avec eux. Voilà, ça, c'est la politique de l'offre. Tu avais la possibilité de. Si tu n'as pas saisi cette possibilité, donc nous, on veut lutter contre ça. Lutter contre ça, c'est pas rien du tout. Tu vois, c'est pas juste produire un peu plus de bio, produire un peu plus d'AMAP, tout ça. C'est partir de cette production qu'on fait, de la bio, des AMAP, de terre de liens et tout ça. C'est partir de là pour dire, on va descendre du bateau, on va proposer autre chose, on va chercher des alliés. Et les alliés, on va les trouver où? On va trouver parmi les gens insatisfaits. On va les trouver parmi les gens qui commencent à éprouver du ressentiment sur leur manière de s'alimenter. Et ça, c'est au moins un horizon pour bâtir des alliances. Dont on pourrait dire de manière comme ça brutale, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Et ce qu'il a représenté, qui a été quand même dans nos réseaux à la limite du mépris qu'on a pu exprimer pour ça, quoi. Tu vois, je pense qu'il y a quelques-uns à la Confédération Paysanne qui ont fini par comprendre qu'il fallait aller sur les ronds-points, discuter, mais ça a été dur, et ils n'ont pas été très nombreux. Et je pense qu'il y a une grande partie à la FNAP qui n'a rien compris de ce qui se passait, que ça ne concerne pas, ils n'ont qu'à manger de la bio, ils n'auront pas besoin de se faire chier, c'est des mecs qui fument, qui boivent et qui ont des grosses bagnoles, c'est pas la peine qu'on s'intéresse à ça, ça je l'ai entendu, hein, donc je ne vais pas l'inventer. Il y a au moins ce mouvement-là qui est à prendre en considération, parce que je pense que crise du Covid ou pas, il n'est pas encore digéré, l'histoire ne l'a pas encore éliminé. Et puis, il y a toutes les populations des quartiers populaires, dont on est éloigné, mais ouais, on ne sait pas comment leur parler, on ne sait pas comment ils se nourrissent, on ne sait pas quels sont leurs loyers, on ne sait pas
Voilà, on critique leurs téléphones portables et leurs écrans plats, mais on ne sait pas quelles sont leurs vies. Il y a encore des marchés aux esclaves en France. Il y a, là, à l'occasion de la crise du Covid... Des marchés aux esclaves? Oui, oui, je vais t'expliquer. Parce que je pense que moi, je l'ai vu, et je pense qu'il en existe 1000, comme moi j'en ai vu un, dans des immeubles, au pied des immeubles à Brest, dans certains quartiers, et peut-être probablement dans les 6 ou 7 quartiers prioritaires, et ça en est de même. Le matin, tu as, descendant des tours, un rassemblement de 30 ou 40 jeunes hommes qui ont entre 25 et 35 ans, et qui sont là, alors il n'y a pas beaucoup de blancs parmi eux, hein, ils sont là au pied de l'immeuble et ils attendent. Et tu vois monter des patrons qui viennent recruter, qui sont de la restauration, du bâtiment, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, enfin des branches de l'agriculture, tiens, de l'agriculture, des gens qui viennent chercher de la main-d'œuvre pour travailler dans les champs, pour travailler dans les arrière-cuisines, pour monter sur les échafaudages. Et là, bon ben, s'ils sont 30 et qu'il en faut 25, ben, on prend les 25, alors on leur regarde plus les dents. Hein. On leur presse plus le biceps. On n'a plus le droit de faire ça. Mais ça revient au même, quoi. Hein, t'es d'accord, t'es pas d'accord, tu grimpes, tu viens, hop, hop, ils partent dans le camion, les autres remontent dans la tour. Le jour du confinement, terminé. Plus de restauration, plus de moyens de circuler. Tu descends au bas de la tour, il n'y a personne qui vient te chercher. Tu as 30 personnes. Alors évidemment que ces 30 personnes-là, en plus, sont des personnes sans papier, souvent, enfin, tu vois, désinsérées économiquement, donc plus de revenus, là, pas de prise en compte, pas de minima sociaux, que dalle. Ouais, il y a encore des marchés aux esclaves en France, ça c'est cette situation-là. Bon, sans aller, il faut pas... Il y a toujours la possibilité d'en faire beaucoup dans la pauvreté, tu vois, de dire, voilà les pauvres, voilà les pauvres, voilà les pauvres, et on les voit. Et je peux te dire qu'on sait que ça existe, et qu'on les voit, et qu'on la sent, et que c'est important de savoir ça. Mais il faut garder à l'esprit tout le temps que c'est pas en s'occupant des pauvres seulement qu'on va résoudre le problème. Et c'est important de le faire, mais le problème, il est systémique, et si tu ne fais que aller combler ce que toi, en plus, venir au secours de la population handicapée, est-ce que toi, tu considères comme un handicap, venir combler le vide que tu as pensé, toi, identifier, si tu ne fais que ça, tu pourras le faire tout le reste de ta vie et tu seras aussi, probablement, aussi plein de ressentiments que moi, au bout de 40 ans d'exercice. Du coup, il faut créer des connaissances entre les gens des quartiers, ouais, ceux qui étaient aux Gilets jaunes et les paysans et agriculteurs. Il faut qu'on bâtisse un système, enfin un mouvement social, parce que c'est pas un système, un mouvement. Il faut qu'on crée un mouvement social autour de l'alimentation, de l'agriculture, donc des moyens de la produire, cette alimentation, que de cette insatisfaction alimentaire, on ne fasse pas du ressentiment, on fasse un projet politique, et que ce projet politique, avec le mouvement qui va avec, recouvre l'industrie, quoi, nous amène à prendre la terre. Il nous faudra la terre pour produire, parce qu'on a dit qu'il faudrait 6 ou 7 millions de paysans, mais il va falloir la terre qui va avec. Donc la terre, il va falloir la prendre, parce que la politique de modernisation a aussi construit des outils de capture de la terre. Donc la terre, il nous faudra la prendre. Il est possible de la prendre. Je ne pense pas que ce soit l'obstacle majeur, l'accès au foncier, parce qu'aujourd'hui, la production industrielle, elle a envahi la terre, et je pense qu'on n'aura pas trop de mal à faire comprendre à l'ensemble de la population française qu'on a besoin de terre. Tous ensemble, on a besoin de cette terre qui est repartie, qui est partie, là, qui a été capturée. C'est visible, ça se voit, quoi. Du coup, ouais, une politique foncière, donc de reprise de terre, non? Oui, c'est pas une politique foncière, c'est un mouvement social. Tu vois, c'est il y en a là, c'est en train de venir, c'est en train de naître. Il faut refuser l'artificialisation autour des périurbains, là, le périmètre, le triangle de Gonesse, je crois que c'est tout ça. Enfin, je ne suis pas pas assez attentif à ce qui se passe, mais je vois bien qu'il y a des mouvements puissants actuellement qui sont en train de se créer avec, par exemple, Notre-Dame-des-Landes. C'est formidable le message qui a été envoyé. Je suis persuadé que ça a dépassé largement la France, tu vois, ce message-là, que tout d'un coup, en étant suffisamment... Alors, faut y aller, il faut avoir le courage de tenir comme ont tenu tous les gens qui ont tenu là pendant 10-15 ans, même plus que ça d'ailleurs, et qu'on arrive à un moment à vaincre et à garder la terre et à la prendre, la terre. Oui, et c'est pas fini d'ailleurs, parce que de la garder vraiment là-bas. Oui, bien sûr, ça sera... De toute façon, rien ne nous sera donné, et rien n'est jamais donné comme ça, comme la pluie ou la neige. Tout est question de rapport de force.
Tu vois, le prix est un rapport de force, je te le disais tout à l'heure, il traduit la volonté de vivre ensemble de celui qui vend et de celui qui achète. C'est ça le prix, hein, c'est pas autre chose que ça. Le rapport de force de la situation économique et sociale et culturelle et historique de celui qui vend et de celui qui achète et de leur volonté de vivre ensemble. Mais la terre, c'est pareil. Tu vas accéder à la terre, mais demain, si ton statut d'accédant à la... Nous, ici, on a squatté. Quand je me suis installé ici, j'ai squatté des terres de l'État. Bon, on n'était pas seul, hein, on était 4 familles. On a squatté des terres de l'État, et puis les gendarmes sont venus, les forces de l'ordre sont venues, expulsion et compagnie, et tout a tourné à notre avantage. Mais c'était une autre époque, hein, je ne veux pas comparer ce qui est comparable. Mais on aurait très bien pu perdre tout ça. Et il a fallu se battre en permanence. Moi, j'ai été occupant sans titre pendant 40 ans, enfin pas 40 ans, 37 ans, occupant sans titre. J'ai refusé, une fois que le conflit avait été réglé politiquement, j'ai refusé de signer un bail. J'ai dit non, j'étais squatter, je deviens occupant sans titre. Et je suis resté occupant sans titre jusqu'au dernier jour de ma carrière agricole, parce que je considère que la terre doit devenir un objet commun et que le commun, c'est de le faire ensemble, et que dans cette volonté de faire ensemble, l'ensemble de la population, d'abord et premièrement celle de Saint-Rigoal, bien sûr, celle de la commune où je suis en train de produire, là, mais plus largement celle peut-être du département, et encore plus probablement celle des quartiers populaires de Brest, par exemple, avec lesquels on est en rapport, a son mot à dire sur la manière dont on utilise les terres que j'ai cédées. Tu vois. Et c'est ce mot à dire sur la manière dont on utilise les terres qu'il faut qu'on construise. Comment fait-on pour qu'on ait son mot à dire? Alors son mot à dire, tu vois, c'est Terre de Liens, on prenait l'exemple, on te demande de l'argent pour que tu cotises à l'achat de terre. Ça n'a pas que des bons côtés, mais ça a un très bon côté, c'est que ça permet à celui qui commence à s'inquiéter de son alimentation, il trouve un moyen d'action. Il donne 100 balles. Et voilà, il est attentif après, une fois qu'il a fait ça, il est attentif à ce qu'on fait de ces 100 balles. Bon. Et Terre de Liens, au moins, l'époque, pendant longtemps, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais pendant longtemps, a été un instrument, en plus d'un instrument de maîtrise du foncier, a été un instrument politique, de construction, d'éveil politique, de construction, de réflexion politique pour les paysans qui étaient locataires, comme pour les citoyens qui étaient cotisants. Donc du coup, là, ce que tu proposes, c'est de mettre le communisme sur le foncier. Sur le foncier, ouais, alors, ouais, j'ai répondu il n'y a pas longtemps à cette question-là déjà, donc je vais te refaire la même réponse, parce que, ouais, le communisme est attaché à ce mot-là aujourd'hui, la vision marxiste du communisme, donc de la propriété d'État. Hein, tu vois, Marx et son déroulé de l'histoire, les différents États féodaux, bourgeois, et puis prolétaires à la fin, et qui, au bout de l'État prolétaire, il y aura la disparition de l'État, donc on va attendre un petit moment quand même. Et donc, il y a un moment ou un autre, dans le communisme, il y a un communisme d'État, quoi. Et ça, moi, tu vois, quand je vois l'État, ce qu'il a fait de la politique agricole et alimentaire depuis 40 ou 50 ans, là, je me dis qu'on va quand même pas lui laisser la main sur la terre. Donc, pour moi, la terre, c'est vraiment du commun. Et moi, je me définis comme, si tu veux employer le mot, je me définis comme communiste, pourquoi pas, mais avant Marx, quoi. Plutôt, alors c'est un mot anglais, je ne pourrais pas le traduire, je n'ai jamais réussi, un communeur, un pratiquant des communs. Et je pense que c'est vers ça, ce modèle-là, qu'on pourrait... Parce que comme pratiquant des communs, tu peux aussi rajouter dedans, on disait tout à l'heure, toutes les professions autour, et puis les citoyens qui vont être nourris. Tu vois, on est sur un commun agricole, de terre agricole, on y produit du lait, mettons, ou des légumes, et ce commun-là, il est aussi à ceux qui mangent. Il est commun matériel et commun immatériel, en sens qu'on fait quelque chose de ce commun-là ensemble, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut éviter le terme d'ailleurs bien commun, parce que quand on parle d'un bien commun pour la terre, dès qu'on met bien commun, tu vois, c'est la loi de l'offre et de la demande qui arrive derrière. La meilleure façon d'allouer, tu vois, pour la majorité des économistes, des modèles économistes du monde aujourd'hui, la totalité d'ailleurs,
la meilleure façon d'allouer les ressources, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est le marché, quoi. Donc, si tu mets bien commun, ben le bien, les gens te disent, mais moi on en a entendu, hein, on en a vu, Carrefour se présente comme celui qui alimente les Français aujourd'hui. John Deere se présente aujourd'hui, en situation de crise Covid, là, comme celui qui alimente l'agriculture, celui qui fait l'agriculture de demain. Tu vois, ils sont dans l'histoire de « nous sommes en train de créer du bien commun ». Nous sommes ceux qui sont les mieux placés pour du bien commun. Il ne s'agit pas d'un bien commun, il s'agit d'un commun, de quelque chose qu'on va faire ensemble.